Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional. En deuxième partie, on sera sur un focus plutôt normal. Malheureusement, on a eu des petits couacs d'organisation de nos régionales 3.0, un programme qui visait justement à mettre en avant les jeunes participants à cette élection régionale. C'est pas perdu. Ça devait être après la coupure pub à 19h, mais en tout cas, on maintient sur les infos et on y va tout de suite. Nous sommes le lundi 7 juin 2021 et comme vous le savez, la Guadeloupe ne manque pas d'eau, sauf dans les robinets. Avec la gabegie financière des dernières décennies, le système d'approvisionnement en eau potable de Guadeloupe est catastrophique. Un réseau fuyard qui fait perdre plus de 50% de la richesse en sortie d'usine. C'est sans compter le défaut d'équipement adéquat qui engendre des manques de pression ou des explosions de canalisation par-ci et par-là. Autant de problèmes qui entraînent des coupures récurrentes, parfois plusieurs semaines d'affilée pour les moins chanceux. Une situation remontée au plus haut niveau de l'État qui devra arbitrer, notamment avec la création imposée de ce syndicat de gestion unique de l'eau. Et pour tenter de faire la lumière sur ce scandale politique et financier, une commission d'enquête parlementaire est diligentée avec des objectifs clairs, trouver les coupables et faire apparaître le fameux milliard d'euros nécessaire à la réfection des réseaux. On l'écoute. Cette commission d'enquête, d'abord, elle sert à établir la vérité sur pourquoi est-ce que le droit à l'eau est bafoué aujourd'hui en Guadeloupe avec des choses qui sont absolument incroyables et indignes de notre République, des gens qui ont des coupures d'eau quotidiennes, des écoles qui ferment, donc des enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas d'eau. Et ça, c'est intolérable dans notre pays, un gaspillage d'eau immense puisque 60% de l'eau captée part en fuite dans les réseaux, ce qui est un immense problème. Donc ce que nous voulons faire avec cette commission d'enquête, c'est d'abord établir des responsabilités politiques dans ce qui s'est passé. Et puis la deuxième chose, c'est que le 15 juillet, nous allons présenter un rapport avec cette commission d'enquête et que ce rapport aura un certain nombre de préconisations. Et notamment, une des choses sur lesquelles j'ai envie d'insister pendant cette commission d'enquête, c'est qu'il faut impérativement avoir 1 milliard d'euros d'investissement dans les réseaux et que je crois qu'il faut mettre fin à ce scandale et mettre enfin l'argent sur la table. Donc ce qu'on attend, c'est d'aider aussi les mobilisations citoyennes, associatives et des collectifs et qu'il y ait derrière cette commission d'enquête non pas seulement des auditions avec des serments de dire la vérité, mais aussi des actes qui puissent être posés. En tout cas, c'est ce à quoi nous allons nous atteler. La vérité, où est passé l'argent des Guadeloupéens? Pourquoi 60% des réseaux sont fuyards? Pourquoi aujourd'hui les Guadeloupéens n'ont pas d'eau et qui est responsable? Général des eaux, les élus de l'époque, les deux, d'autres personnes. Aujourd'hui, avec la présidente Panot, nous travaillons à la manifestation de la vérité et nous avons voulu nous transporter en Guadeloupe. C'est un signe fort, parce qu'en général, les commissions d'enquête nationales ne passent pas plus de 10 jours sur un territoire. Et bien là, nous y sommes pour pouvoir faire la lumière et que chacun puisse s'exprimer et dire ses responsabilités, ses actions et pourquoi aujourd'hui nous sommes en difficulté, les Guadeloupéens sont en difficulté. Et parmi les personnes auditionnées, figure Amélius Hernandez, ex-président du SIA, qui comparaissait effectivement pour cette affaire de l'eau. Il avait été condamné, il avait d'ailleurs été le seul à être condamné. Et on sait que visiblement, Amélius Hernandez avait pas mal de choses à dire à cette commission d'enquête. Et les coupures d'eau qui sont d'actualité en ce moment même sur la commune de Gourbert, et ce depuis le mois d'avril. Un calvaire pour les familles qui doivent surveiller le retour de l'eau pour leurs tâches quotidiennes. Pour les soulager, une distribution d'eau potable en bouteille était organisée par la municipalité ce week-end. On essaie de résoudre, mais ce n'est pas encore ça. Le reportage. Il y a quelques quartiers très circonscrits qui sont touchés par des coupures d'eau qui, pour certains, un peu prolongées. Et on est arrivé à régler certains quartiers, certaines sections de Gourbert, je dirais l'essentiel. Mais aujourd'hui, on a localisé 2 quartiers qui souffrent d'eau et que nous allons, comme aujourd'hui et comme on le fait très souvent, distribuer de l'eau en compensation. Nous vivons actuellement une situation très difficile. Nous n'avons pas d'eau
particulièrement dans le secteur où j'habite, ça fait 10 jours que moi je n'ai pas d'eau parce que ma citerne s'est vidée. Je n'ai rien. Donc tous les jours, il me faut transporter de l'eau. Je ne suis pas la seule. Ça devient insupportable parce que je pense aux familles, aux personnes malades, aux personnes âgées, aux infirmières qui font un travail tous les jours et qui ont besoin d'eau pour s'occuper de leurs patients. Mais si je prends un exemple juste à côté de la mairie, une résidence qui n'avait pas de l'eau depuis quelques jours et après analyse, investigation, on a vu que c'était la vanne qui était soudée. Je ne sais pas, ça ressemble à du sabotage. Au-delà du réseau qui est aujourd'hui détérioré, on a eu très peu de pluie ces jours-ci et certains quartiers qui habituellement avaient de l'eau en souffrent. À l'âge moi, papa ne peut pas dormir, qu'à veiller tous les jours, voici une petite bonne l'eau qui coule dans le robinet à 3h du matin ou à 4h ou à 5h. Lutter contre un virus qui est si grave, en situation qui est si grave. Tout le monde est stressé. Il faut encore nous, ne peut pas dormir à 3h du matin pour veiller sur un robinet ouvert. Au-delà de l'eau là, qui a sorti, ça de moins qui a sorti à l'émission. À 3h, 5h, de l'eau qui a pété. Et l'arrivée, mi bon matin là, on s'y met pas de l'eau. Puisque ça même, on a un linge qui a pourri dans la machine là. À 6h30, j'ai coupé de l'eau là. C'est un crime. Moi, on a commandé à la régie des eaux, qu'est-ce qui a passé? Est-ce que c'est des criminels? Est-ce que cailloyer? Parce qu'on ne peut pas dire, comprendre bien ce que vous dites, pas ni de l'eau pour côté. Ce n'est pas une fatalité, mais nous mettons tout en œuvre. Je pense que c'est la préoccupation des agents, de la municipalité, des élus. Alors, monsieur, madame à la régie, est-ce qu'on est est-ce qu'on est aussi en traillant maman pour le café habiter comme ça? Faites des mères, arrivez pas donner un petit goût de l'eau pour monter, même petit linge, même la vanille, on linge ni qui t'ont mangé. Inadmissible. Tout simplement. Et si en temps normal, nous avons des problèmes de distribution d'eau potable, imaginez en temps de sécheresse. Chaque année, les agriculteurs en pâtissent et galèrent pour abreuver leur bétail ou irriguer les champs, de quoi occasionner des pertes colossales et mettre à mal leur exploitation. Alors très remonté ce matin, un petit groupe d'agriculteurs s'est rendu à Karuquero, et bien celui qu'on l'on paye tout simplement. Et des tours d'eau visiblement pourront être envisagés, notamment dans le nord Grande Terre, pour arriver à les soulager. Le reportage. Donc, la problématique des agriculteurs aujourd'hui, c'est que par rapport à la ressource en rivière, donc notre réseau est alimenté par l'eau de rivière qui vient sur la Basse-Terre, donc la ressource a diminué. Donc ça impacte énormément leur exploitation, donc ils ont moins d'eau et certains endroits les plus hauts et les plus éloignés du réseau ont des difficultés à avoir de l'eau pour exploiter leur terre, leur parcelle. Donc aujourd'hui, il y a une petite délégation qui est venue, donc effectivement je comprends qu'ils soient embêtés parce que nous-mêmes nous sommes embêtés de ne pas pouvoir alimenter les personnes qui nourrissent la Guadeloupe. Donc on a bien compris leur véhémence et leurs inquiétudes et pourquoi ils voulaient qu'on puisse peut-être trouver une solution pour eux et partager cette richesse qui est moindre. Donc la solution qu'on va faire, donc la chance qu'on a, c'est que hier il a plu, donc ils ont un peu d'eau. Sur les jours à venir, si ça perdure, tant mieux. Si la situation redevient encore plus compliquée, on sera peut-être dans l'obligation effectivement de faire des tours d'eau sur le Nord Grande Terre pour pouvoir alimenter ces personnes-là. Et donc d'autres personnes viendront peut-être se plaindre à ce moment-là parce qu'ils n'auront pas d'eau. Ceux qui sont favorisés de façon altimétrie par rapport à la topographie et la géographie et leur implantation sur la zone de Nord Grande Terre. Bon, de toute manière, le problématique de l'eau là, c'est tous les années, c'est même bien là. Mais je dis, nous dit qu'on va faire une nouvelle tête à problème là. Et là, nous, comme c'est là nous avons payé facture, nous dit nous avons venir garder quelqu'un a fait. Et là, à présent, nous constatons qu'il y a plusieurs problèmes. De toute manière, là, à présent, nous en relation avec eux pour tenter de résoudre les problèmes. Nous demander c'est faire couper par secteur pour nous bénir de l'eau. Pour l'instant, là, nous faisons des propositions, ils font des propositions, ils font des essais. Et normalement, le problème là, c'est le département. Et à part ça, bientôt, nous ciser à ce même table, nous parler même parole là. Le maire du Gosier a-t-il jeté de l'huile sur le feu concernant le conflit qui l'oppose à l'UTC-UGTG? C'est en tout cas ce qu'indique le syndicat qui s'apprête à porter plainte contre Cédric Cornet pour faux et usage de faux.
Il lui reproche d'avoir falsifié un protocole de fin de conflit en récupérant le logo de l'UTC-UGTG et en signant à la place du secrétaire général Nestorius Favel. Plus de précisions dans le reportage. Il y a eu une proposition de l'UTC-UGTG qui nous a proposé une sortie de fin de conflit. Et donc nous, on a réajusté par rapport à ce que la ville financièrement peut faire et surtout a déjà fait. On ne peut pas signer quelque chose qu'on est déjà en train de mettre ou qu'on avait déjà mis en place. Donc c'est pour ça qu'on a réajusté ce protocole de fin de conflit et nous espérons avec beaucoup de positivité, avec beaucoup d'envie, que l'UTC-UGTG va répondre favorablement à notre attente. Alors nous sommes très étonnés. Dans un premier temps, nous avons réservé le droit de déposer plainte pour faux usage de faux, puisque qu'on est DGSAI, DRHAI, DGAI, enfin toute équipe technique et singulièrement équipe politique aussi, ils ont volé le logo à l'UTC pour te faire ça. Et de ce quoi, il y a maintenant un balija signé, moins signé, alors que nous ne sommes pas au courant de rien. Pas même voyez moins directement, nous découvrons sur les réseaux. Dans le deuxième temps, nous constatons aussi que l'accord là que nous sommes en train de signer, l'ensemble des mails là, en disant l'accord là, il prend aussi des points que nous avons rédigés, vrai et il mettait en les manger cochon là. Nous avons estimé que qu'on est trop loin. À ce moment-là, la négociation, si la négociation continuera, mais aujourd'hui, il faut bien qu'on soit clair. Ma majorité municipale et moi-même, autorité territoriale, en tant que maire, je ne peux pas signer un document tout en sachant que je ne pourrais pas respecter ma parole. Je suis un homme de parole. Quand je dis que je fais quelque chose, je le fais. Si on ne peut pas financièrement aller vers ce qu'ils demandent, eh bien, beaucoup de maires peut-être le feront. Sinon, peut-être, bien que je ne suis pas tellement sûr que ça. Le comportement ne l'a pas gêné nous. Parce que la Guadeloupe sait très bien qu'à Corneille et qui forme de condamnation que Corneille depuis longtemps. Nous avons rappelé encore une fois, le protocole accord là, il a circulé entre les mains pour signer. Et là, qui est arrivé pour une signature de finale vers les facilitateurs, certainement toute la presse qui est convoquée. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous pas de contact et c'est de Corneille, si ce n'est ça, nous vrai, qui a évolué là et qui est payé. Nous, notre référent, c'est la population du Gosier. Lorsqu'on a été élu, on leur a dit on n'augmentera pas les impôts. Donc nous, on fera ce qui est possible de faire, mais en n'augmentant pas les impôts du Gosier. Et à Goyave, la mairie est également bloquée, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. La municipalité enregistre 2 mois de retard de paiement des salaires pour les contractuels et 1 pour les agents titulaires. Effectivement, de quoi les mobiliser ce matin. Le reportage. Bon matin là, nous décidons de faire un débrouillage, pas d'avoir ni 2 mois pour certains contractuels qui peuvent toucher salaire à eux. Et je dis 7, les agents, d'une façon générale, tout pour toucher salaire à eux. Ils recevoir en premier note de service à l'administration disant qu'il y a un petit retard, que ça est réglé. Après, en deuxième note, disant dans les 48 heures, ça est arrivé, mais notre là datée du 1er, depuis mardi. Et je dis nous 7, rien pas fait. Donc nous décidons, avec l'ensemble des agents, tout le monde a mobilisé, pour dire non, stop, il faut nous des machins clairs pour nous certains que ces agents ont touché l'argent à eux. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là nous que les piquer. Nous faisons une réunion de travail avec DGSAI qui dit nous toutes les démarches il fait côté la trésorerie de Sainte-Rose pour que les agents payent. Mais nous croyons bien comprendre, et nous pas manquer pas dire aussi, c'est un manque d'administration en commune Goyave qui a fait que si ces problèmes-là ça. Dans la mesure où en commune a une centaine d'agents, nous pas ni en DGS, nous pas ni en DRH, pardon, nous pas ni DRH, donc forcément, ni des problèmes à niveau là ça. Et ça a fait depuis tantôt, la trésorerie demandé l'administration certains documents pour faire payer là, mais il a déjà passé août. Donc, et c'est pour ça, depuis avril, il a demandé des documents et c'est comme ça qu'il n'a pas fait payer à mois de mai. Que fait un conseil municipal en urgence, il a envoyé des documents, il a fait tout le débitin, qui fait que jusqu'à présent, les agents peuvent toucher. Il y a nous la certitude que le trésorier là qui fait ces virements là, là. Alors nous, ça nous dit, nous attendons un mail de la trésorerie pour nous la preuve que ça fait. Tant que nous pas ni ça, nous restons en situation là nous.
C'est compliqué du côté des municipalités, vous l'aurez compris, mais en tout cas du côté de la ville de Pointe-à-Pitre, en tout cas, la situation semble se débloquer petit à petit. En tout cas, la restauration scolaire a recommencé sur ce territoire communal. Et il semblerait que les nettoyages citoyens entrent dans les mentalités. À Morne-à-l'Eau, la municipalité a mis les moyens techniques pour un petit check-up du centre-bourg. Une action pour pallier aussi aux conséquences du mouvement social qui bloque certaines mairies. Le reportage. C'est une décision prise par la municipalité de Morne-à-l'Eau que de nettoyer le territoire communal. Pour cela, il y a plusieurs raisons. Déjà, nous estimons que c'est un acte citoyen et que cela devrait se faire peut-être 3 fois par année, afin que chaque administré puisse s'approprier de sa ville et que nous puissions maintenir le territoire communal dans la salubrité. Cette action consiste à lutter justement contre l'insalubrité, d'autant plus que vous le savez, il y a une grève qui dure depuis plus de 3 mois au niveau de la ville de Morne-à-l'Eau. Donc il était important pour nous que nous puissions mettre en œuvre cette organisation pour nettoyer la ville. En temps de Morne-à-Lien, en temps de propretage, parce que vraiment, l'incident est vraiment sale. Et fait nous te font manœuvre. En bien content qu'elle a rencontré un peu ami, un peu bénévole pour te porter participation là avec nous. Et nous avons essayé de faire manœuvre et on a senti que ça c'est la bonne voie. Et on bien content. Ça qui attend des mois à parler, on nous fait un effort pour Guadeloupe en nous. Vous voyez qu'il y a beaucoup de mouvements de nettoiement, etc. Et puis les autres sont partis dans les sections. Donc nous avons à peu près 15 camions qui circulent, avec des tractopelles, avec des balayeuses, avec des opérateurs d'élagage également, des tronçonneuses. Donc nous voulons faire quelque chose de global afin que la ville puisse respirer. Je pense déjà que dans un premier temps, la population devrait prendre l'habitude de ne pas salir n'importe où, de ne pas faire des charges publiques sauvages comme on fait. Voilà, c'est déjà ça dans un premier temps. Et puis après, si on prend cette habitude de ne pas faire des charges sauvages à gauche, à droite, après, bon, qu'est-ce qu'il nous restera à faire? C'est d'embellir. Ce ne serait pas de nettoyage. On passera en phase d'embellissement plutôt que de nettoyage. Nous voulons que Morne-à-l'Eau garde son attrait, que Morne-à-l'Eau soit cette ville de la grande biodiversité et que les gens puissent y circuler normalement. Magnifique intervention de ce riverain. Effectivement, le meilleur déchet qui soit, c'est celui qu'on ne produit pas. Et si on n'a pas à rectifier le tir, eh bien effectivement, on peut déjà voir un peu plus loin et passer à des phases d'embellissement. Il serait grand temps. Et on félicite d'ailleurs la CMA-CGM qui aide à la reforestation de la zone marécageuse de Golconde aux Abîmes. Le groupe de Rodolphe Saadé, un des hommes les plus puissants des Antilles, a donc confié à ses agents de Guadeloupe la lourde tâche de planter un arbre chacun. Il y en a 200 au total, c'est déjà pas mal. Le reportage. Nous sommes ici sur une action de plantation d'arbres avec la société CMA-CGM qui avec leurs agents, ils ont mis en place un programme, un agent, un collaborateur, un arbre. Et dans ce cadre-là, ils sont venus sur la zone de Golconde avec le parc national pour faire une plantation d'arbres. Toute une semaine, il y a une montée en puissance. Et ensuite, ça se termine aujourd'hui avec un partenariat que nous menons avec le Parc national de la Guadeloupe, puisqu'avec Madame Valérie Séné, nous avions échangé et nous avions décidé que finalement nous pouvions mener cette belle action de planter 200 arbres. L'action elle est assez claire, c'est-à-dire que notre président directeur général, M. Rodolphe Saadé, à Marseille, a participé et s'est engagé lors de la COP21 par exemple à ce que CMA-CGM puisse agir pour l'humanité. Pour que cet acte symbolique ait vraiment un impact et soit compris par les collaborateurs, il fallait qu'il se passe sur leur territoire et qu'ils puissent voir ces arbres grandir et qu'ils puissent comprendre l'impact de cette plantation sur l'environnement.
Et donc voilà, donc aujourd'hui nous allons planter environ 200 arbres sur le site de Golconde. L'arbre que nous allons planter s'appelle le mangle médaille. C'est l'arbre caractéristique de la forêt marécageuse. Et on va planter cet arbre-là en vue d'augmenter la surface de la forêt marécageuse de Golconde. Il faut savoir qu'aux Abîmes, on a l'une des plus belles forêts marécageuses de la Guadeloupe, plus de 500 hectares de forêt marécageuse. C'est vraiment extraordinaire. De bonnes initiatives à réaliser un peu partout sur le territoire et avec des arbres fruitiers de préférence. Et notez pour les élections, justement, les élections au conseil départemental, suite à un petit couac dans les diffusions sur Canal 10, eh bien, le passage de Louis Galantine pour le 3e canton des Abîmes est prévu demain matin à 9h30. Donc c'est pour Louis Galantine, 3e canton des Abîmes. Donc le rendez-vous sera demain à 9h30. Et à partir de ce soir 20h, eh bien, les régionales commenceront avec Yves-Lise Boisset. Elle va recevoir d'entrée de jeu les tout nouveaux, les petits jeunes effectivement de cette élection, à savoir faire partie de la solution. On aura aussi le Rassemblement national qui sera présent. Ce sera après la pub. En tout cas, merci d'avoir suivi ce programme. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus. Malheureusement, pas d'élection jeune ce soir. On verra peut-être pour le reste de la semaine si on arrive à boucler le programme. En tout cas, on espère pouvoir les mettre en avant. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Moïse Aubin-Caramel, bonsoir à Dominique Landry, bonsoir à Joël Bazit, à Johanna Bon, bonsoir et bisous à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Claudie Giraud-Girard, bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à Teddy Bamberg, bonsoir à Jean-Michel Charléry, bonsoir au général Franck Abar, bonsoir à Charles Siredef, bonsoir à qui d'autre, à Viviane Coton, bonsoir également à un gros débat à Alain Haine, bonsoir également, je vois qu'il y a du gros débat. Oui, il y a beaucoup de problèmes en Guadeloupe, il y a énormément de soucis en Guadeloupe, mais il y a beaucoup de choses qui sont extraordinaires. D'ailleurs, notez que James Laroui, James que vous avez découvert mardi dernier avec les jeunes de l'association WeBash, il participe à ma thèse en 180 secondes. C'est un des rares sélectionnés dans la catégorie mathématiques. C'est l'une des plus difficiles. Et donc, il participera à ce concours et vous pourrez voter. Rendez-vous sur le site Facebook ou bien sur les réseaux sociaux de l'Université des Antilles et vous aurez tout le process pour pouvoir voter pour ce jeune qui est excellent, qui est talentueux et qui, je le rappelle, participe au concours ma thèse en 180 secondes. On se retrouve tout à l'heure.